Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si l'empereur de la mode parisienne vous proposait 5000 d'euros pour laisser tomber votre propre maison de couture pendant un an alors que vous venez tout juste de signer un contrat qui pourrait sauver votre atelier familial? Imaginez la scène, un palace sur l'avenue Montaigne, un shake de caviar et au milieu de tout cela, la muse secrète du plus grand styliste de Paris qui prend des notes en silence. Dans cette histoire, vous allez découvrir premièrement comment un créateur milliardaire cache une obsession qui détruit ses alliances. Deuxièmement, pourquoi une femme prête à tout pour protéger ses racines est en réalité la plus grande rivale commerciale qu'il ait jamais affrontée. Et troisièmement, le secret qui va bouleverser leur empire et changer à jamais la mode parisienne. Restez jusqu'à la fin car le twist final, entre Place Vendôme et un château en Bourgogne, va vous laisser sans voix. Mais elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Installation dans le luxe, Alexandre Marchand avait 39 ans, une fortune personnelle de 4,2 milliards d'euros et une influence qui pesait sur chaque podium de la capitale. Surnommé l'empereur de la mode parisienne, il dirigeait Marchand & Fils, une maison installée rue du Faubourg Saint-Honoré depuis 3 générations. Son empire comprenait ateliers en soie à Lyon, une participation dans un vignoble de la vallée de la Loire et un partenariat discret avec un joaillier de la place Vendôme. À Paris, on parlait de lui comme d'une institution. On parlait moins de sa vulnérabilité, les nuits où il revenait du bureau et contemplait la scène comme si elle pouvait effacer les décisions qu'il avait prises. La muse Élise Moreau, 34 ans, était la directrice artistique d'Atelier Moreau, une maison émergente dont les défilés intimistes avaient envahi les salons privés des influenceurs. Élise avait grandi dans un petit atelier de province. Elle avait l'œil pour la coupe, le respect des artisans et le courage de rompre avec les codes. Sa beauté n'était pas seulement physique, c'était son corps de travail, sa façon de dessiner une manche comme on compose une phrase. Elle portait souvent des vestes d'inspiration masculine retouchées à la main, une touche qui faisait se retourner les rédacteurs de mode. Mais ce qui la rendait irrésistible aux yeux d'Alexandre, c'était sa capacité à être à la fois muse et critique, douce et redoutablement ambitieuse. Contexte d'affaires, les tensions montèrent lorsque la semaine de la haute couture approcha. Les grands comptes, les ateliers partenaires et les investisseurs regardaient de près. Alexandre avait besoin d'une collection qui réaffirme sa domination. Élise cherchait une vitrine pour attirer des investisseurs étrangers et sécuriser l'atelier familial. Les deux maisons se disputaient déjà des fournisseurs rares, broderies d'Uzès, tissus anciens de Lyon, boutons en nacre gravés à la main. La presse chuchotait, un rapprochement serait inévitable, mais l'étiquette parisienne et les alliances familiales rendaient toute collaboration dangereuse. Si vous aimez ces histoires de pouvoir et de couture, likez cette vidéo. Imaginez-vous à sa place la pression des investisseurs sur le buffet, la peur de perdre une tradition familiale, la tentation d'acheter le silence avec une offre scandaleuse. Ce qu'il allait découvrir allait tout changer. L'incident déclencheur survient lors d'une présentation privée dans un salon du Ritz. Alexandre observait la salle, comptant les têtes influentes, quand il aperçut une silhouette au deuxième rang. La musique s'arrêta, les étoffes brillèrent. En coulisses, il apprit qu'une note anonyme avait été glissée dans la loge. La muse sera là. Ce fut la première étincelle. Il n'avait jamais parlé en public, mais Alexandre connaissait les croquis d'Élise depuis des saisons. Il les collectionnait discrètement comme on garde des billets de train d'un voyage qu'on ne peut pas expliquer. L'instant d'après, tout a basculé quand un fournisseur clé annonça son retrait, une décision qui menaçait de saboter les deux collections. L'action provoqua un choc. Imaginez le stress, l'atelier qui sent la colle et la soie, le silence des machines. Mais ce qu'on ignore souvent dans ces affaires, c'est le jeu d'alliance. Un rival international avait offert aux fournisseurs des commandes faramineuses et des délais impossibles à refuser. La rivalité professionnelle se muait en guerre économique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la rivale ne cherchait pas seulement à gagner le marché, elle cherchait à détruire l'image de Marchand & Fils. Entre la collision, Alexandre et Élise furent forcés à une réunion d'urgence dans un bureau vitré au-dessus des jardins des Tuileries. L'air y était froid, même en été. Les négociations furent tendues, les deux se jaugeaient comme des généraux sur un échiquier. Leur conversation commença par des chiffres, coûts de production, marge, calendrier, puis glissa vers quelque chose de plus dangereux, la reconnaissance mutuelle. Alexandre remarqua la calligraphie d'Élise sur une note prise à l'encre bleue, un souvenir d'enfance qu'il avait vu sur un carnet volé dans ses archives. La chimie éclata, vous sentez la tension, la pièce sentait le cuir et le café de qualité supérieure. Leurs mains frôlèrent un dossier et l'électricité fut tangible. Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand elle réalise que le carnet d'esquisses qu'elle croyait perdu contenait une liste de fournisseurs réservés à Marchand & Fils. Les enjeux étaient clairs, si Élise révélait cette information, elle risquait d'être accusée d'espionnage. Si elle se taisait, son atelier périclitait. À cet instant précis, la presse commençait déjà à flairer la poudre. Imaginez la une de Vogue France avec une photo d'atelier vide. À votre avis, que devrait-elle faire? Commentez votre PDG français préféré. La
proximité forcée forgea des moments de vulnérabilité. Ils travaillèrent côte à côte pour renégocier avec les fournisseurs, partageant des repas tardifs dans des cafés de la rive gauche, se promenant entre les librairies de Saint-Germain. Élise raconta une blessure d'enfance, la faillite de son père et les nuits passées à raccommoder des robes pour payer le loyer. Alexandre lui révéla une autre blessure, l'ombre d'un père exigeant qui lui avait appris à masquer les doutes par la domination. Ils se découvrirent des rêves, ouvrirent des ateliers partagés, redonner la parole aux artisans. C'était une intimité professionnelle qui flirtait avec le personnel. Dans un château en Bourgogne, lors d'un dîner organisé pour des investisseurs, une scène presque irréelle se produisit. Les chandelles jetaient une lumière dorée, le vin embaumait la pièce, et sur une terrasse, ils échangèrent un presque baiser, leurs lèvres séparées par une promesse non dite. La proximité physique était détaillée, le frisson du vent sur la nuque d'Élise, la chaleur de la main d'Alexandre sur la taille, le parfum léger de bergamote qui restait après son passage. Dites-nous, croyez-vous aux secondes chances? Les commentaires vont s'enflammer. Mais soudain, un secret éclate qui va tout détruire. Un enregistrement fuit dans la presse, une conversation privée entre Alexandre et un distributeur où il évoque la possibilité d'acheter Atelier Moreau à bas prix après l'avoir fragilisé. La presse titra, les investisseurs reculèrent et les artisans se sentirent trahis. Élise lut ces lignes comme un coup de couteau. Dans sa tête, toutes les scènes partagées devinrent suspectes. Était-elle seulement une muse ou un pion? Le monde de la mode, si poli en surface, devient un champ de mines de loyauté et de trahison. La confrontation éclata dans les ateliers au milieu des tissus et des bobines de fil. Alexandre cria, blessé par l'accusation, et Élise hurla pour protéger ce qui restait de son héritage. Les mots étaient des coups. Tu as manipulé mes fournisseurs, répondait-elle. Tu m'as espionné, répliquait-il. Le public, informé par le ragot, attendait une issue scandaleuse. Le choix qu'il va faire va vous surprendre car il décide, contre toute attente, de se mettre en retrait des négociations publiques pour enquêter, pas pour protéger son empire, mais pour prouver la vérité. Ce revirement atteignit le cœur même de leur relation. Il risquait sa réputation, ses contrats et des milliards simplement pour savoir si elle disait la vérité. Dans la suite de l'enquête, il découvrit qu'un intermédiaire avait manipulé les offres aux fournisseurs, une figure obscure liée à un fonds d'investissement étranger qui pariait sur la déstabilisation des maisons françaises. Les preuves, rassemblées par Alexandre à force de nuits blanches et de visites clandestines dans des ateliers de province, révélèrent un complot visant à centraliser la production hors de France. La trahison n'était pas d'Élise, c'était un plan industriel froid. Leur émotion explosa, larmes, excuses, une scène où les deux avouèrent des peurs anciennes et firent des promesses nouvelles. La passion n'était pas seulement verbale. Dans un loft surplombant la Seine, ils se retrouvèrent seuls, fatigués mais libérés. La scène fut délicate, un baiser enfin offert sans arrière-pensée, des caresses décrites par le frôlement d'une écharpe en cachemire, la chaleur partagée du corps après la froideur des accusations. Leur union n'effaçait pas les dégâts, mais elle amorçait une reconstruction. Imaginez-vous dans ce château, respirant l'odeur du bois ancien et du vin. C'est la promesse de renaissance que nous aimons tous. Et maintenant, la révélation finale que personne n'attendait. Élise n'était pas seulement la muse secrète, elle était la propriétaire cachée d'une holding qui avait acquis des parts dans des maisons concurrentes pour défendre les artisans contre les multinationales. Sa stratégie n'était pas de détruire Marchand Memphis, mais de le pousser à évoluer, à partager le savoir-faire et à créer un consortium capable de résister aux prédateurs économiques. Cette révélation transforma la rivalité en partenariat stratégique. L'empereur de la mode accepta publiquement de changer le modèle co-création atelier partagé et une fondation pour former la prochaine génération de couturiers. Résolution et gestes romantiques lors d'un défilé à la Tour Eiffel. Alexandre fit une déclaration publique. Il céda une partie de son siège au conseil collectif, annonça des bourses pour jeunes couturiers et présenta Élise, non pas comme une rivale mais comme co-directrice artistique. Les flashs crépitaient, la foule ovationnait, et au milieu de l'applaudissement, il s'agenouilla, pas pour demander en mariage sur le champ, mais pour offrir une bague inspirée d'un bouton de nacre, symbole de leur union professionnelle et personnelle. C'était un geste audacieux dans un monde gouverné par le pouvoir et l'étiquette. Cette histoire vous a touché? Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour qui transforme les empires. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français. Activez la cloche car la prochaine histoire va vous stupéfier. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? À votre avis, que devrait-elle faire maintenant? Quel PDG français vous fascine le plus? Croyez-vous aux secondes chances en amour? Avez-vous vécu une situation similaire? Commentez ci-dessous et partagez vos émotions. Votre avis compte autant qu'une critique dans un magazine de mode. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette histoire d'empire, de trahison et de rédemption vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous. Prochain épisode, un héritage volé sur la Côte d'Azur et une soirée qui décidera du destin d'une dynastie. Activez la cloche, vous ne voulez pas manquer ça.